Mais d'abord, sujet, je dirais, beaucoup plus grave. Il est déjà devant moi. J'accueille un sociologue qui a fait une enquête extrêmement intéressante sur l'automutilation. Bonjour, Baptiste Brossard. Bonjour. Baptiste Brossard, vous êtes français. Vous êtes... Qu'est-ce qui vous amène ici, au Québec? C'est simplement que j'ai trouvé un travail à l'Université de Montréal. Donc Vous êtes professeur invité ou carrément vous venez d'obtenir un poste? Non, je suis stagiaire postdoctoral. Stagiaire postdoctoral. Vous êtes donc l'auteur de ce livre intitulé « Se blesser soi-même, une jeunesse autocontrôlée ». C'est publié chez Alma Éditeur. Et c'est étonnant de voir un sociologue, je dirais d'abord, là, on a beaucoup été habitués à entendre parler d'automutilation par des psychiatres et par des psychologues. Qu'est-ce qui vous a, en tant que sociologue, attiré vers ce sujet? C'était justement une des raisons principales du choix de ce sujet. C'est que je voulais travailler sur un phénomène qui apparemment était considéré comme psychologique et apporter une optique sociologique sur ce sujet. Alors, c'était très important pour moi parce que il me semble que quand on pense un comportement comme l'automutilation uniquement sur un plan psychologique, on se demande qu'est-ce qui ne va pas chez les individus concernés. Alors que finalement, on peut aussi se demander qu'est-ce qui ne va pas dans la situation dans laquelle ils sont et qu'est-ce qui ne va pas dans la société dans laquelle ils vivent. Ça permet de réfléchir autrement et de se demander qu'est-ce qui fait que dans nos sociétés, une partie des jeunes sentent le besoin de s'automutiler plutôt que de se demander simplement qu'est-ce qui ne va pas chez eux. Et évidemment, vous posez votre définition de l'automutilation qui se retrouve en plusieurs points et chacun de ces points-là est important. Oui, alors, une activité consistant à se blesser soi-même, intentionnellement, régulièrement, sans intention délibérément suicidaire, ni intention délibérément esthétique ou sexuelle et sans reconnaissance sociale. Et là, chacun de ces termes-là est extrêmement important. Les premiers, on les comprend vite, là, une activité consistant à se blesser soi-même intentionnellement et régulièrement. Alors, sans intention délibérément suicidaire, c'est peut-être une première chose, un premier mythe qu'il faut déboulonner. Il n'y a pas un lien direct entre l'automutilation et... Oui, alors l'automutilation telle que je l'ai définie, c'est une pratique qui consiste donc à se blesser soi-même, mais sans avoir envie de se suicider par cette pratique. C'est différent des tentatives de suicide qui peuvent pourtant être ressemblantes, puisque par exemple, se couper au niveau des poignets, ça peut être une technique de suicide. Mais je voulais bien faire la différence parce que pour les personnes que j'ai rencontrées, c'est une technique quotidienne. Donc ils font ça régulièrement et c'est pas dans le but de mourir, c'est au contraire dans le but de survivre, peut-être. De survivre, en tout cas mieux faire face à sa vie. Oui, parce que là, pour moi, la découverte la plus fondamentale à travers votre livre, c'est le fait que c'est beaucoup moins... J'aurais tout de suite dit que c'était un processus d'autodestruction, l'automutilation. Mais absolument pas. D'après ce que je comprends de votre lecture, ce serait plus une façon de contrôler, de gérer des émotions, si je comprends bien. Oui, exactement. L'autodestruction, elle est juste dans la pratique elle-même, dans le fait de se faire mal, mais c'est des lésions souvent minimes. Le point important, en effet, c'est que l'automutilation, c'est une pratique qu'on pourrait appeler, avec beaucoup de guillemets, presque productive, dans le sens où ça permet aux personnes de continuer à faire leurs activités de la vie quotidienne. Donc, pour les lycéens et étudiants, continuer par exemple à suivre leurs cours. Pour les travailleurs, continuer à travailler, puisqu'il s'agit de inverser des émotions, c'est-à-dire que c'est une pratique qui leur permet de couper court, par exemple, à des crises d'angoisse, à une tristesse trop prononcée, à des sensations dérangeantes comme des sensations de vide, etc., mais pour pouvoir continuer à fonctionner. Alors, c'est là que ça devient intéressant pour le sociologue. Vous en venez même à dire que ça devient une technique de positionnement social. Ça permet de continuer à s'inscrire. Écoutez, mais c'est presque dangereux. La façon dont on en parle, vous et moi, depuis 2 minutes, on pourrait croire que, waouh, quelle belle invention, mais quand même, il y a un signal qui est un signal inquiétant là-dedans. Oui, c'est inquiétant. Alors, j'ai tourné les choses de cette manière dans mon livre pour dire que finalement, les gens qui s'automutilent ne font pas une conduite complètement irrationnelle, c'est juste qu'ils ont des raisons de la faire et ils y trouvent certains avantages. C'est notamment une technique de positionnement social dans le sens où ça leur permet de réagir dans les enjeux de positionnement social dans lesquels ils sont placés, c'est-à-dire notamment, parmi les personnes que j'ai rencontrées, de faire face à certaines pressions, notamment familiales, pour la réussite scolaire et sociale. Donc, dans ce sens-là, c'est une technique de positionnement social, c'est une technique qui permet de continuer à vivre sa vie sociale et de se
positionner face à l'ensemble des injonctions auxquelles on va faire les individus. Et l'autre aspect sur lequel vous insistez beaucoup, c'est que c'est extrêmement discret, en principe. En tout cas, ça reste secret, ça reste caché. Et c'est là aussi que vous voyez beaucoup la notion de contrôle. Oui, exactement. Le but, c'est de s'autocontrôler, mais sans que les moyens de cet autocontrôle soient visibles. Ça, c'est une chose importante, puisqu'on pourrait penser à première vue que puisque l'automutilation crée des marques, c'est une pratique qui a vocation à être visible, alors que pas du tout. Les personnes que j'ai rencontrées essayent généralement de rester discrètes. Parfois, elles changent même l'endroit du corps où elles se blessent pour que ce soit encore plus discret, puisque le but est vraiment de ne pas faire voir le moyen par lequel elle s'autocontrôle. Et si on y pense bien, parmi l'ensemble des techniques auxquelles on peut avoir accès pour s'autocontrôler, se calmer, alors je sais pas, on a tous nos techniques, hein, on peut écouter de la musique très fort, manger 3 tablettes de chocolat. Bah, finalement, l'automutilation, c'est un peu plus discret que le reste. C'est particulier. Alors là, il y a tous ces enquêtés, c'est ainsi que vous les appelez. Vous en avez rencontré 68 par différents moyens. Et entre autres, beaucoup, Baptiste Brossard, par Internet. Avant d'en arriver à ce moyen-là, parce qu'il faut vraiment en parler, j'ai envie de vous demander plus globalement, comment vous avez... Parce que c'est pas léger, là. Les témoignages, ce qu'on lit dans le livre, par moments, c'est extrêmement lourd. C'est des gens, encore une fois, je veux insister, il ne faut pas minimiser l'importance, même si on lui donne une autre portée à travers votre livre. Il y a quand même des récits assez épouvantables, là, des gens qui se brûlent assez pour avoir besoin de greffe de la peau ou qui se coupent assez profondément pour avoir besoin de points de suture. On est rendu à une auto-agression quand même très, très forte. Comment vous avez réussi humainement à résister à tous ces récits-là? Il faut développer un genre d'écoute qui est différente, là. Oui, alors ça, c'était pas facile, surtout au début. J'ai surtout beaucoup appris en travaillant, parce que j'ai rencontré une partie de ces enquêtés en psychiatrie, donc Face à j'ai beaucoup face. appris, voilà, j'ai beaucoup appris en travaillant aussi avec des professionnels de la santé qui, eux, sont habitués à être face à ce genre de témoignages. Globalement, il m'a fallu beaucoup de temps avant de m'y habituer, si j'y suis habitué. L'important pour moi, c'était de donner à ces entrevues un caractère assez informel et finalement de susciter une ambiance de confidence en essayant de partager avec ces personnes, eh bien, le fait que ce qu'elles vivent, c'est certes, comme vous l'avez dit, des choses vraiment pas faciles, mais qu'en même temps, les problématiques qu'elles vivent par là, c'est des problématiques communes. Donc, j'ai beaucoup échangé. Ça les stigmatise moins si on Ouais. les aide à comprendre que c'est le produit de plusieurs phénomènes sociaux, entre autres. Oui, voilà, exactement. J'ai essayé de dédramatiser les Ouais. choses finalement, l'état d'esprit dans lequel j'étais pour rencontrer ces personnes, c'était de leur faire comprendre que moi, j'avais pas spécialement envie de penser qu'elles étaient folles, anormales, Ouais, etc. ouais. Mais que finalement, on vit tous plus ou moins les mêmes problématiques qu'on décline de Ouais. différentes manières. Comment les psychiatres, les psychologues en France réagissent à votre enquête? Est-ce que justement, ils trouvent que vous essayez trop de tirer ça sur le terrain social et que les facteurs psychologiques devraient encore être complètement au cœur de toute approche? Mais il y a j'ai plusieurs types de réactions en fait, hein. C'est très très varié. Je ne saurais pas vous dire quelque chose d'unifié. Disons qu'il y a une partie des psychiatres et des psychologues qui sont assez ouverts et qui trouvent ça intéressant d'avoir un nouvel aspect. Et surtout que certaines parties de mon livre, par exemple les parties sur les situations familiales, leur font penser à ce qu'on appelle l'approche systémique ou voilà, les thérapies systémiques. Il y en a une autre partie par contre qui considère que je suis complètement à côté de la plaque. C'est sûrement inévitable. Ouais. Baptiste Brossard, vous parlez à l'instant, vous évoquez les situations familiales. C'est une des clés, c'est-à-dire que c'est un des facteurs qu'on retrouve le plus souvent dans les récits des gens que vous avez rencontrés. La difficulté des relations familiales. Vous étudiez aussi beaucoup les phénomènes, et ça, j'ai été surprise de ça. Je me suis demandé si c'était pas plus français que nord-américain. Les phénomènes de mobilité sociale, c'est-à-dire que si une génération, la génération des parents, a progressé socialement très vite par rapport à la génération précédente, il y a souvent une pression pour que l'enfant
maintiennent à tout le moins les acquis ou se rendent encore plus loin. L'inverse est aussi vrai s'il y a des attentes de progression qui sont mises sur le dos de l'enfant parce qu'il y a une honte de la part des parents. Il y a toutes sortes de scénarios, mais très souvent, c'est lié justement à cette place de la famille dans la société. Ça, c'est surprenant. Oui, exactement. Alors, c'est un peu difficile pour moi de me positionner par rapport à ça parce que à la fois, les personnes que je rencontre ont quasiment toutes, à 99% dit que c'était leur vie familiale qui était la cause numéro un. En même temps, bon, il faut un peu relativiser ces récits en se disant que, bon, peut-être que c'est aussi l'ensemble de la famille qui est dans une certaine situation. La manière dont les questions de mobilité sociale imprègnent la vie familiale, je ne sais pas encore si c'est typiquement français parce que je viens juste d'arriver ici, mais il me semble que, en tout cas, en France et puis en Suisse, parce qu'il y avait beaucoup cette problématique-là en Suisse, ce sont des sociétés où il y a peut-être plus de différences de culture entre les différents milieux sociaux, donc peut-être que j'ai plus remarqué ça qu'ici. Je ne peux pas vous saurais répondre dire pour ici. plus. Alors, si vous avez l'occasion d'enquêter là-dessus, on sera peut-être intéressé à en reparler avec vous. Donc, il y a bien sûr toutes les questions de relations familiales. La difficulté de communication est invoquée aussi souvent, même avec les amis. Et les abus sexuels, ça semble assez clair aussi. Ce n'est pas tous les gens qui s'automutilent qui ont une histoire d'abus sexuels, mais ça revient souvent. Oui, c'est quelque chose qui revient souvent et qui par ailleurs est conforté par la plupart des enquêtes statistiques qui ont été faites Ouais. sur les automutilations. Après, ce que j'ai essayé aussi de nuancer dans mon livre, c'est le fait qu'il y ait une relation directe de cause à effet entre les abus sexuels et l'automutilation. Il y a plusieurs manières de gérer des abus sexuels et l'automutilation, c'est probablement l'une d'elles, Une d'elles, c'est ça. mais pas une manière obligatoire. Oui. En terminant, Baptiste Brossard, il y a une expression québécoise qui dit « prends sur toi ». Prends sur toi, ça veut dire écoute, calme-toi puis absorbe les difficultés. Est-ce qu'on pourrait dire que l'automutilation, c'est un peu ça? C'est quelqu'un qui prend sur soi? Exactement, et en ce sens, c'est très intéressant puisque finalement les personnes qui s'automutilent je considère pas qu'elles soient finalement qu'elles dépassent, qu'elles dévient des normes en vigueur dans notre société, mais plutôt qu'elles les accentuent à l'extrême. Que finalement elles prennent trop sur elles. OK, elles prennent trop Elles sur prennent elles. extrêmement sur elles. Et c'est encore une fois un moyen de contrôler ses émotions pour continuer à agir le plus normalement possible. Voilà. C'est fascinant. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous parler de cette recherche-là, Baptiste Brossard. C'est vraiment une nouvelle lecture pour moi, en tout cas complètement une nouvelle approche de l'automutilation qui n'exclut pas, bien sûr, toute la dimension psychiatrique Oui. et psychologique, mais qui peut compléter très bien. Se blesser soi-même, une jeunesse autocontrôlée. Baptiste Brossard, qui est sociologue français, donc de passage ici. Alma, éditeur. Merci pour votre visite. Merci à vous. On va parler de retraite maintenant en littérature et en cinéma. D'ailleurs, vous allez entendre dans quelques instants un extrait d'une bande-annonce.